Eh bien, on est parti. Vous m'entendez bien? C'est cool. Donc, agilistes et développeuses ou développeurs sont dans un bateau. Bien entendu, il faut dire merci aux sponsors. Je vais changer de presse en fait, parce que là, j'ai pas mes commentaires et du coup, je suis tout perturbé. Ne paniquez pas, c'était pour leur mettre la pression un petit peu. Tac, c'était malin de me mettre sans mes notes. Pouf, là, c'est beaucoup mieux. Diaporama. Ah, évidemment, ça marche pas. De toute façon, c'est pour gagner du temps parce que honnêtement, ça va bien se passer. Un petit peu? Ouais. Ah, ça s'affiche du mauvais côté. Pouf. Tadam. Et voilà, c'est reparti. Donc oui, c'était parce que maintenant c'est plus simple parce qu'il y a marqué qu'il faut dire merci. Et donc c'est plus simple pour moi parce que maintenant j'ai mes commentaires. Donc merci à l'Agile Tour. Vraiment spécial dédicace aux 10 ans de l'Agile Tour. Je suis comme JB qui est passé avant. J'étais parmi les organisateurs de la première occurrence de l'Agile Tour en 2009. Ça avait lieu au Labri, c'était cool. On était vraiment des jeunes tout fous et on a réussi à faire quelque chose de sympa et puis ça a continué sans nous et ça c'est vraiment super bien. Ça a continué surtout grâce au Kiwi. C'était déjà au Kiwi à l'époque, on était déjà membre au Kiwi depuis quelques temps quand on a créé l'Agile Tour. C'est toujours au Kiwi qui porte cet événement et ça c'est super bien. Il faut dire merci aux sponsors parce que bon, d'autres l'ont déjà dit, mais si Agile Tour à Bordeaux reste un événement gratuit, c'est grâce aux sponsors. En plus, il y a quelques clients à moi dedans, donc c'est plutôt cool. Puis merci aux copains de Pfizer parce que c'est des gens vraiment super cool aussi. Ok. Donc effectivement, j'ai une phrase fétiche. En plus, vous avez vu mes commentaires, vous avez vu tout ce que... ma phrase fétiche, c'est une phrase de Socrate. C'est un hommage à ma mère, prof de philo platonicienne. Donc c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc effectivement, j'ai pas de certitude. Tout ce que je vais vous raconter ici, c'est des convictions, des pensées. C'est beaucoup improvisé, même si j'ai écrit beaucoup de notes. En général, je pars plutôt dans des pensées qui ne sont pas écrites ici. Après, j'ai trouvé même une phrase, je vais vous la dire, de Montaigne: quand on me contredit, on éveille mon attention, non ma colère. Donc, je vais avoir des contradictions parce que je vais improviser, je risque de dire des bêtises. Faut pas m'en vouloir, je m'en excuse par avance. J'ai mis d'autres petites phrases que vous en pensez ce que vous voulez. Ensuite, j'aime bien les citations. Une citation de Gramsci, je sais pas comment on prononce, qui est: le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur, normalement c'est surgissent les monstres, mais ici c'est surgissent les gens qui me piquent mes punchlines, parce que j'étais très vexé par Arnaud Lemaire, parce qu'il a utilisé cette citation pour sa keynote à Agile Pays Basque récemment. Non, j'aime bien cette citation et j'aime beaucoup Arnaud Lemaire. Il n'est pas dans la salle, j'espère, parce que je vais dire du mal de lui après. Euh, non, c'est honnêtement, si vous avez la conf à Gilles Pays Basque a été filmée, j'ai vraiment adoré sa keynote. Quand elle sera disponible sur les réseaux, je vous invite vraiment à aller la voir. Parce que globalement, il dit des choses qui ressemblent à ce que je dis, mais il les dit vachement mieux que moi. Il les dit en plus, il a une conf, je crois, aujourd'hui. Plutôt allez le voir. Vous barrez-vous et allez le voir. Non, c'est vraiment. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il raconte. J'avais dit que je ferais une petite présentation de moi. Donc, je suis qui? Un informaticien agiliste. Pour la rime, je suis un zénikaïen okiwiste. Donc, Zenika, c'est ma boîte. Et Okiwi, c'est vraiment l'association dans laquelle j'essaye le plus possible de m'investir malgré mes 3 enfants et ma vie de famille. Ça fait 20 ans que je fais pas de l'agilité, non, ça fait une petite quinzaine d'années que je fais de l'agilité. Ça fait 20 ans que je fais du code, par contre, professionnellement. Donc, du coup, avant, je ressemblais à ça. J'avais toujours cette photo-là dans toutes mes prises. Mais honnêtement, au bout de 20 ans, ça ressemble plus à ça. Et comme je suis un informaticien qui a 44 ans, ça ressemble un petit peu à ça quand je vais dans mes équipes, parce que chez Zenica, il doit y avoir 23 ans de moyenne d'âge. Dans les équipes chez qui je vais, c'est un peu ça aussi.
J'ai un compte Twitter qui n'est pas très intéressant. Il a le mérite de retweeter des gens plus intéressants que moi et plus intelligents que moi. Donc, si vous voulez aller sur mon compte, vous pourrez voir des trucs que je raconte pas moi, mais je transmets des choses que racontent des gens intelligents. Excusez-moi. Pourquoi ce talk? J'ai cru apercevoir Olivier dans la salle. Ça me fait plaisir que tu sois là, parce que c'est de ta faute si je fais ce talk. En gros, ça a commencé, ma réflexion a commencé à la sortie de l'Agile Tour Toulouse l'année dernière. J'y étais pas, mais l'Agile Tour Toulouse, c'est quand même pour moi un événement encore. C'est vraiment les initiateurs de l'agilité dans le Sud-Ouest. Ça reste quand même les Toulousains. Ils ont fait leur premier Agile Tour un an avant nous, en 2008. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce qu'ils faisaient à Toulouse. Et l'année dernière, à la sortie de l'Agile Tour, il y avait Claude Aubry qui avait fait un tweet pour se féliciter de la 10e, justement, occurrence, enfin des 10 ans de l'Agile Tour Toulouse. Et Olivier a réagi en étant vraiment attristé par le fait que c'était devenu une conférence qui avait réussi à exclure quasiment les développeurs. Et ça m'a embêté. Et c'est quelque chose que j'avais un peu pressenti dans d'autres conférences. Je me suis permis de faire une petite blague sur les Shifumi géants dans cette discussion. C'est mon tweet qui a le plus marché. Il était au moins retweeté 3 fois et demi. Donc c'était cool. Mais ça m'a vraiment embêté de voir cette remarque. Et c'est pas par la personne qui l'a faite, mais par le fait que le constat était là que les développeurs n'allaient plus dans les confs agiles. Ça a continué, du coup ça a trotté dans ma tête. Moi je suis allé à Agile France en tant que speaker l'année dernière. Vous voyez, je suis en bas à gauche sur le programme. Si vous regardez ce qu'il y a autour dans le programme, donc moi j'avais proposé une conf sur le craftsmanship, sur un peu back to basics, sur le craftsmanship. Et après il y avait des trucs sur l'UX designer, sur le PI planning, sur jouer à prioriser collectivement, roll-ball des méthodes agiles, le Milborn agile, des trucs, why not? Mais en gros, il n'y avait pas beaucoup de sujets sur le développement, sur le craftsmanship dans cette conférence. Et même pour aller plus loin, je crois qu'à peu près, enfin quelques temps avant la conférence en question, c'est dommage. Et sauf que je suis à peu près le seul au monde à avoir trouvé ça dommage qu'il y ait les deux confs en même temps. Ça a choqué personne parce qu'en fait, c'était plus les mêmes personnes qui étaient concernées par les deux événements. Les coachs agiles allaient à Agile France et les craftmen partaient, ou les craftwomen partaient à Socrate à Lyon. Et moi, Agile France, c'est une conf que j'apprécie beaucoup. J'y suis allé 5 ou 6 fois. J'ai découvert les gens du T7, j'ai vu les gens de Opera et Partner pour faire du Lean. Enfin, j'ai découvert plein de choses là-bas. Et à chaque fois, j'ai même vu Michael Bord, qui est un Bordelais, faire du TDD en bâche. C'est des trucs assez improbables. Mais depuis 2-3 ans, ou je ne sais plus combien de temps, mais en tout cas, vraiment, on s'est recentré sur le coaching agile, sur les energizers. En plus, c'est très marqué energizer à Agile France. Et du coup, dans ma conf, j'ai un peu dévié, ce que je suis en train de faire d'ailleurs là maintenant, j'ai un peu dévié de mon sujet initial qui était vraiment une présentation de craftsmanship. J'ai parlé beaucoup de cette séparation, ce schisme qui commence à y avoir entre les devs et les craftmen, et ça m'a embêté. Et à la fin de la conf, j'ai vu une orga qui est venue vers moi. Je n'avais pas vu qu'elle était dans la salle. Elle m'a dit, je peux te parler? Là, je crois que j'ai fait une connerie. Mais en fait, de ce qu'elle m'a dit, c'était pas de leur fait que les développeurs viennent plus dans leur conf agile, ne proposent plus de sujets. C'était un état de fait, mais c'était contre leur volonté. Après, on a discuté pas mal, on a échangé avec les gens d'Agile Tour Bordeaux et tout ça. Je ne dis pas que c'est de leur faute ou pas de leur faute, mais il y a quand même ce constat-là. La dernière motivation que j'ai eue, mais qui là c'est plutôt vraiment de l'ordre de l'énervement très très fort pour faire cette conf, ça n'a rien à voir avec Claude Aubry, encore une fois, le pauvre, j'ai rien contre lui. Il fait un tweet pour dire qu'il est en train de lire le bouquin Refactoring, la version 2 du bouquin Refactoring de Martin Fowler. Pour mémoire, Martin Fowler, c'est un destinataire du Manifeste Agile qui a beaucoup contribué à l'agilité, qui a un super site plein de bonnes ressources. Et il y a un monsieur qui s'appelle Thibaut, je ne sais comment, qui lui a répondu « ça se couple bien à l'agilité ». Et quand j'ai vu cette question, c'est-à-dire j'imagine que ce cher Thibaut, il doit s'intéresser à l'agilité, puisqu'il pose des questions sur l'agilité, il pose des questions à Claude Aubry, et il se pose la question, est-ce que le refactoring, le bouquin Refactoring de Martin Fowler peut se coupler correctement à l'agilité? Là, je me suis dit que vraiment qu'il y avait quelque chose de cassé, quelque chose de pourri au royaume de l'agilité, pour que des gens puissent pas faire le lien entre refactoring et agilité. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je parle de ça. Et du coup, j'ai décidé d'écrire une lettre à Thibaut. Bon, il n'est pas là. Enfin, je ne sais pas. Thibaut, tu es dans la salle? Non, tu n'es pas là.
Ok, c'est cool, tant mieux. Donc j'ai décidé d'écrire une lettre à Thibaut, donc mon ami que je présuppose être coach agile. En fait, j'en sais strictement rien. En commençant, comme d'habitude, comme l'a fait JB tout à l'heure, il faut toujours commencer par le manifeste agile. Le manifeste agile, si on voit déjà, ouais, je vais essayer de faire ça, ouais, ça marche. Ouais. Dans tous les signataires, il y a beaucoup de gens qui sont des développeurs et pas des moindres. L'entête du manifeste, c'est manifeste pour le développement agile de logiciels, donc on est quand même sur le développement logiciel. Et surtout la première phrase qui est souvent oubliée, mais qui est vraiment hyper importante, nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique en aidant les autres à le faire. C'est l'expérience nous en est à valoriser, etc. Donc déjà, il y a le côté découverte qui est importante, mais je voulais rappeler qu'on est sur le développement logiciel. Tant qu'à continuer sur le manifeste agile, comme l'a dit JB, il faut aller voir les principes qu'il y a derrière. Et dans les principes, il y a l'attention continue à l'excellence technique. D'ailleurs, j'ai mis en anglais cette fois-ci. Donc, il y a des principes du manifeste agile qui sont vraiment liés au développement logiciel. Et je vais même continuer à expliquer 2-3 choses à Thibaut. On va parler un petit peu de ces gens-là. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, ces 3 signataires du manifeste agile. Le premier, c'est Ken Beck. C'est quand même plus ou moins l'inventeur du TDD, de tous les X-Units qui existent sur le système, et c'est le créateur d'Extreme Programming. On a Howard Cunningham, qui est l'inventeur du concept de Wiki, et Ron Jeffries, qui a collaboré à l'invention d'Extreme Programming. Il a notamment contribué à formaliser les user stories, à définir les story points. Après, il en est revenu, il regrette, c'est son 1 billion error à lui, d'avoir plus ou moins inventé le terme de story point. Mais ces gens-là, c'est quand même des gens assez... Bon, ils se ressemblent un petit peu, c'est un peu des vieux barbus chauves des années 80, mais ils ont quand même réussi à inventer cette méthode, Extreme Programming. Donc JB en a parlé, et Thibaut, je ne sais pas s'il le sait, mais Extreme Programming, c'est une méthode agile, et c'est même plus qu'une méthode agile, c'est une méthode qui a contribué à inventer le manifeste agile. Donc l'Extreme Programming date des années 90, fin des années 90 ça a été formalisé, et ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont échangé dans leur pratique avec les gens qui font du Scrum, et ils ont échangé avec d'autres personnes qui découvraient donc de nouvelles manières de travailler, et ensemble, ensuite, ils ont signé le manifeste agile en 2001. Mais la méthode Extreme Programming est une des méthodes qui est à l'origine du manifeste agile. Et donc, elle dispose d'un certain nombre de pratiques, cette méthode Extreme Programming. Elle a des pratiques, je ne vais pas m'éterniser dessus, qui concernent la gestion du projet, avec, on a parlé, le planning game, les itérations, les choses comme ça. Mais elle a aussi, et elle est connue surtout pour ses pratiques techniques. Alors tout à l'heure, j'étais un peu à l'arrache pour chercher des illustrations, pour des images. Une des pratiques qu'elle a, c'est propriété collective du code, propriété collective aussi, Marceau, tout ça. C'est pour ça que j'ai mis cette illustration. Puis j'avais que de la 4G, plutôt de la 3G. J'ai trouvé ce que j'ai pu, je suis désolé. Donc la propriété collective du code, c'est ancré dans Extreme Programming, c'est ancré dans l'agilité. Le code n'appartient à personne, il n'y a pas de chasse gardée. Tout le monde doit pouvoir agir sur n'importe quelle partie du code. Il y a vraiment cette notion de... Alors déjà, pour lutter contre le bus factor, s'il y en a vraiment des gens qui sont spécialisés à un endroit, le code, cette partie du code leur appartient, s'ils sont écrasés par un bus, eh bien, le bout de code à question il va être difficile à maintenir. Mais on cherche dans les équipes agiles à éliminer, à éviter les spécialisations en outrance. Bien sûr qu'on a des préférences. Effectivement, il y a des gens qui disent on est développeur, on n'est pas développeur front, développeur back, développeur Java ou autre. Moi, j'ai fait 20 ans de Java, je suis plus à l'aise quand je fais du Java que quand je fais du Haskell, c'est sûr. Mais, et je suis plus à l'aise quand je m'attaque à des transactions, quand je m'attaque à de l'injection de dépendance, plutôt que quand je m'attaque à du front avec du HTML, du CSS. Je suis moins à l'aise. Même si je sais qu'avec un display inline block, on s'en sort toujours, ou overflow égale hidden, et puis c'est bon, je crois, c'est ça qu'il faut faire, hein, il me semble. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a des spécialisations, mais il faut réussir à mettre en œuvre un certain nombre de pratiques plus concrètes qui nous permettent de ne pas avoir peur d'aller n'importe où dans le code. Et pour ce faire, il y a des pratiques qui sont plus précises dans l'extreme programming, notamment le pair programming. Et Thibaut, je ne sais pas s'il autorise ses équipes, s'il encourage ses équipes ou s'il force ses équipes à faire du pair programming.
je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne peux pas forcer les gens à en faire, mais j'aime vraiment beaucoup travailler en pair programming. Ça permet d'avoir une efficacité immédiate sur ce qu'on est en train de faire. On évite directement les fautes de frappe. On a en plus un canard en plastique vivant en face de nous auquel on peut parler. C'est quand même assez pratique. Et après, il y a bien entendu de l'efficacité sur le long terme avec sur la propriété collective du code, comme on vient de le voir, sur les techniques de code, sur les raccourcis clavier, sur l'architecture générale, la cohérence globale du code. Et quels que soient les pairs, ça a toujours un intérêt. Un plus senior que vis-à-vis d'un junior, quand il va essayer de faire quelque chose, il va devoir l'expliciter à son partenaire et ça va lui permettre de clarifier ses idées. Et en plus, il va former son partenaire. Si les deux personnes sont à peu près de même niveau, il va y avoir de l'émulation. Donc ça a toujours quand même beaucoup d'intérêt de faire du pair programming. Il y a plusieurs manières de faire, mais en mode pilote-copilote, mais ça a vraiment toujours son intérêt. Par contre, il y a des pitfalls avec le pair programming, c'est quand même pas facile parce qu'on est au quotidien en permanence à deux sur le même poste et on le sait. Souvent, les développeuses et développeurs ont une tendance à l'introversion. Ils aiment bien travailler dans leur coin, ils aiment bien ne pas être dérangés. Et il y a certaines personnes qui ont du mal à travailler vraiment de manière permanente en pair programming. Donc, il faut faire en sorte de laisser des espaces de respiration, des pauses alternées entre pilote et copilote. Il faut permettre, ne pas l'imposer, bien entendu, mais il faut laisser des respirations. Si on en est à parler de pair programming, il y a quelqu'un qui fait une présentation sur le mob programming. J'ai fait une photo de l'équipe avec laquelle je travaille en même temps parce qu'on essaye de faire du mob programming. Et moi, vraiment, j'adore. Je m'éclate dans le mob programming. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pair programming poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'on prend toute l'équipe, on les met tous ensemble à discuter d'un sujet, à essayer de craquer des stories, des fonctionnalités. C'est encore moins facile que le pair programming. Il y a des gens qui sont vraiment allergiques et pareil, il faut laisser un espace de liberté. Les gens s'organisent comme ils veulent. Nous, on essaye en ce moment. On ne le fait pas tout le temps. On se réserve des créneaux. Ce n'est pas facile chez le client chez qui je suis de trouver des salles disponibles pour un temps donné parce que c'est bien de s'isoler quand même parce qu'on ne va pas faire ça dans un open space. Donc, il vaut mieux être dans une salle isolée. Il faut bien s'équiper. Franchement, Woody Zuil, qui a fait la formation sur le mob programming, il montre des photos d'équipes où c'est assez impressionnant. Ils ont deux écrans, deux gros écrans en face d'eux. Ils ont un clavier et puis ils sont tous avec des tables, tous en face de ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on est un peu plus cheap dans notre installation, mais c'est vraiment intéressant. Par contre, là aussi, il y a des pitfalls, bien entendu, ça peut virer à ça. Il ne faut pas que ça soit vécu comme il y a le grand chef qui est là, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, attention si je vais cliquer là-dessus. Moi, je vis cette situation-là quand je fais une commande Git. Je ne suis pas très très fort en Git, et puis il y a la pression sociale. Dès que tu fais une commande Git un petit peu complexe, tu sens que tous les autres autour de toi, tu sens que tu vas faire une connerie, et j'aime pas trop ça. Donc il faut réussir à être dans la bienveillance, bien entendu, dans l'empathie et dans la volonté d'accompagner les gens et de leur apprendre des choses et pas de leur imposer. Donc je continue un petit peu les pratiques d'extreme programming pour vraiment montrer à Thibaut qu'il y a des pratiques qui sont très orientées sur le développement et qui font partie vraiment intrinsèquement de l'agilité. Bon, je ne vais pas passer 1000 ans sur les standards de développement, mais c'est important d'être d'accord de manière collective. De toute façon, en gros, le gros principe, c'est le collectif, c'est comment on code ensemble sur le formatage du code, sur les conventions de nommage, sur la documentation, voire même un peu plus loin, comment on valide une pull request, se mettre d'accord là-dessus. Qu'est-ce que c'est notre definition of done? Est-ce qu'on a un definition of ready? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un definition of ready? Donc c'est bien d'avoir des choses communes sur lesquelles on s'est mis d'accord, mais c'est l'équipe qui définit sa manière de travailler, c'est défini par l'équipe, c'est validé par l'équipe, c'est explicite, il faut que ça ne soit pas de l'implicite, parce que dès qu'il y a de l'implicite, il y a du flou. Il faut que ça soit le plus possible automatisé, parce que même dans des équipes assez avancées, il arrive encore que les personnes sur leur IDE, déjà n'aient pas le même IDE, ils n'aient pas les mêmes formatages qui s'appliquent, et là, dès qu'on fait des merges, il y a des conflits, et c'est assez fatigant. Donc réussir à se mettre d'accord sur ces standards de développement, c'est quand même assez pratique. Le TDD, le Test Driven Design ou développement, alors normalement c'est Test Driven Development, mais il y a beaucoup qui pensent que c'est vraiment, ça permet de faire émerger la conception, donc c'est pas idiot de l'appeler ça Test Driven Design.
Je ne vais pas en parler 1000 ans non plus. Je ne veux pas que ça soit une figure imposée. Ceci étant dit, moi, ça m'a toujours apporté de faire du TDD. Et quand je n'en fais pas, parce que ça m'arrive de ne pas en faire, ce n'est pas naturel chez moi au départ. Et j'ai constaté, par contre, que j'arrivais pas à faire de code sans test. Vraiment, c'est pas possible pour moi. Et du coup, il m'arrive de faire du test after, c'est-à-dire que j'ai écrit mon code et je fais le test derrière. Mais en général, ce que j'ai constaté, c'est que les tests que j'écris after, ils sont moins jolis que les tests si je les avais écrits avant. Ils expriment moins l'intention, ils sont plus du copier-coller du code de prod qu'il y a en face, et ils ont moins d'utilité, ils sont plus sensibles aux modifications qu'il y a dans le code. Donc le TDD, Thibaut, je ne sais pas si tu connais le TDD, je ne sais pas si tu invites tes équipes à en faire, tu autorises tes équipes à en faire ou tu imposes à tes équipes de le faire. On est plus normalement dans l'autorisation et laisser à l'équipe de décider. Refactoring, mais j'étais obligé de reprendre l'image de Martin Fowler parce que c'est vraiment ça qui m'a déclenché ce truc-là. Il y a tout un débat sur refactoring, mais normalement le refactoring c'est assez simple parce que ça fait partie de TDD. C'est Red Green Refactor, c'est la troisième partie de la boucle TDD, et c'est à ce moment-là qu'on fait du refactoring. Normalement, on est dans du refactor mercilessly, je crois qu'on dit. Ouais, c'est ce qui est marqué. C'est vraiment en faire tout le temps et en permanence. Je vous ai mis un petit lien, sourcemaking.com, qui est un site qui donne plein d'illustrations de smell et les refactoring qui vont avec, donc qui reprennent les idées qu'il y a dans le bouquin refactoring. Et c'est vraiment, il y a des tout petites choses et toutes simples qu'on doit appliquer. Moi, j'ai fait 20 ans de carrière sur extract méthode et extract constante pour impressionner mes amis. Mais vraiment, déjà, extraire les choses pour bien exprimer l'intention, c'est une des bases de l'informatique. Et le legacy, ça arrive qu'on tombe sur du code legacy, et dans ce cas-là, modifier les choses, on a toujours peur. Je ne sais plus qui disait ça, la définition du legacy, c'est quelque chose qui est en prod, qui marche, qui a de la valeur, mais qui n'est pas testé. Et du coup, on n'ose pas aller modifier ce code legacy simplement parce qu'on a peur de casser quelque chose. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'appliquer la Boy Scout Rule d'Uncle Bob et d'essayer, quand on attaque du code legacy qui n'est pas testé, d'abord de le rendre testable, et puis après faire ces modifications. Ce n'est pas facile de rendre testable. Il y a des références. Il y a la référence du Working Effectively with Legacy Code, qui est un bouquin que je vous invite tous à regarder pour apprendre à rendre testable un code qui n'est pas testable. Je continue un petit peu. Bon, c'est pas une pratique d'extreme programming, mais la dette technique, c'est un truc qui est très à la mode, de parler de dette technique, de faire des jours de chasse à la dette technique. Mais normalement, ça devrait pas arriver. Je sais pas si vous lisez le tweet. En gros, faire des stories de dette technique, ça serait comme un chirurgien qui nettoierait ses outils de chirurgie tous les 10 opérations. Et effectivement, si on considère si on s'autorise intellectuellement à faire des stories de dette technique, c'est qu'on est d'accord qu'on fait du code de merde et puis on va corriger ça ultérieurement. Mais c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. C'est que chaque fonctionnalité qu'on développe, il faut éviter de créer cette dette technique. Une dette technique, quand elle se crée, c'est le parallèle, il est volontairement sur le côté, les intérêts de la dette technique. Plus on met du temps à la rembourser, plus les intérêts augmentent et plus c'est difficile de la rembourser. Donc, éviter d'en faire, c'est plus simple. Intégration continue, je vais passer, on va parler d'autres choses. On va parler de couverture de code. La dernière fois que j'ai montré ce slide, il faut toujours faire attention quand on met du code dans des slides, parce que ça, j'ai pris ça d'Internet vraiment au hasard, rapidement, et il y avait du vert et du rouge, ça m'allait bien. Sauf qu'à la fin de la presse, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu peux nous remontrer le slide sur la couverture de code, parce que je ne suis pas d'accord avec le code qu'il avait écrit. » C'est pas mon code, il n'est pas à moi. C'est juste pour vous dire que la couverture de code, c'est normalement une conséquence de bonnes pratiques de travail. Avec du TDD notamment, on doit arriver à une couverture qui est assez proche des 100%, mais il faut vraiment faire attention à ce que ça ne devienne pas un objectif. Parce que, est-ce que Thibaut t'a donné à tes équipes un objectif de 80% de couverture de code? Et si Thibaut t'a fait ça, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'il y a plusieurs lois qui disent que ce n'est pas une bonne idée. Il y a la loi de Goodhart qui dit que quand une mesure devient la cible, elle cesse d'être une bonne mesure. Et surtout la loi de Campbell qui dit que plus un indicateur quantitatif est utilisé pour la prise de décision, plus il y a de chances de fausser et corrompre le processus qu'il a pour objet de surveiller.
Et effectivement, je vous laisse réfléchir là-dessus, la couverture de code comme objectif à 80%, ça a forcément des dérives derrière. Mais les développeurs ou les développeuses ne vont pas se focaliser sur la couverture pour des bonnes raisons, mais elles vont le faire pour le chiffre. Et du coup, elles vont avoir tendance à faire des codes, du test qui ne sert à rien, sans assertion, des assertions inutiles, et aller couvrir des getters et des setters. Déjà, les getters et les setters, certainement qui ne servent à rien, mais en plus, on va faire des tests automatisés pour aller les couvrir. Donc, il faut se méfier de ce genre d'objectif. Après, même dans des équipes agiles, alors dans le manifeste agile, il y a marqué qu'il faut un logiciel opérationnel plus que de la documentation exhaustive. C'est vrai. Pourtant, dans les équipes qui essayent de faire de l'agilité, on a quand même encore des livraisons de jalons de documentation. Ça peut être utile, il y a de la documentation utile, mais une documentation, elle est utile selon plusieurs critères. D'après Alan Holub, il y en a 2. C'est est-ce qu'elle va être lue et est-ce qu'elle va être maintenue. Et ça, c'est fondamental. C'est est-ce qu'on est déjà à faire des documents pour faire des documents, si personne ne les lit, ça ne sert à rien, parce qu'on aura perdu du temps à les faire et ça ne sert à rien. Et si on n'est pas capable de les mettre à jour facilement, ça ne sert pas à grand-chose non plus, parce que enfin, c'est même dangereux, parce qu'il va y avoir une sorte d'incohérence entre ce qui est la vérité, c'est-à-dire le code, et ce qu'il y a dans des documentations. Et les gens ne vont pas savoir où est la vérité. La vérité, elle est dans le code, mais la documentation pourra leur faire prendre de mauvaises décisions. Donc, il faut limiter la documentation et il faut la limiter à des choses qui sont facilement maintenables. Idéalement, si c'est le code qui génère la documentation, alors je vous invite à lire les livres de Gojko Hadzik sur Specification by Example, qui date un peu. Il y a un livre plus récent de Cyril Martrer sur Living Documentation, qui est accessible et qui est très intéressant sur ce sujet. Jusqu'ici, tout va bien. En fait, on a une méthode agile qui s'appelle Extreme Programming qui nous donne plein d'outils sur la manière de faire, sur les compétences techniques, et c'est cool. Mais forcément, quand jusqu'ici tout va bien, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vont pas ? Et effectivement, si on faisait tous de l'extreme programming, si on avait tous des pratiques d'ingénierie logicielle qui allaient bien, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'agilité. Et pourtant, on a vu un certain nombre d'articles surgir à partir de 2008-2009 sur le Flaccid Scrum, sur le Fake Agile, sur le Dark Scrum, sur The Tragedy of Craftsmanship carrément, sur Scrum n'est pas une méthode agile, Arnaud Lemaire, l'année dernière ou il y a 2 ans, non 2016, ça date déjà de 2016. Et pourquoi ça ? Souvent, l'interprétation, c'est qu'avant on avait le waterfall, puis on a mis de l'agilité, mais en gros, on a laissé la même manière de travailler, c'est-à-dire que c'est toujours des managers qui décident comment les équipes travaillent, mais on a mis des paillettes, on a mis des clowns et on appelait ça l'agilité. Et ça, le nerf de la guerre, c'est l'image, je crois, qu'utilise Arnaud Lemaire dans ses conférences, c'est que, en fait, c'est toujours des managers qui décident la manière de travailler des équipes, qui leur disent comment faire, est-ce que vous devez ou pouvez faire du pair programming, est-ce que vous pouvez ou devez faire des tests. Et c'est un peu, l'image qu'il utilise, c'est un peu comme quand vous êtes chez le dentiste a la fraise entre les mains, il est en train de vous charcuter, et puis vous dites, vous êtes sûr que es sûr que tu devrais la mettre comme ça, tu devrais plutôt la mettre comme ça. On ne fait jamais ça, on ne dit pas à un artisan comment il va travailler, on ne dit pas à son dentiste comment il doit travailler. Et pourtant, c'est un peu ce qu'on fait avec les équipes agiles. Et on a la même chose avec tous les artisans qu'on voit, les couvreurs. Vous n'allez pas dire à votre couvreur comment il doit construire votre toit. Et donc, une des clés derrière tout ça, c'est vraiment considérer le développement comme quelque chose qui... On n'est pas des ouvriers tayloristes, on n'est pas là pour exécuter des choses qui ont été pensées par des gens plus intelligents que nous. On est là pour vraiment faire de la création, réussir à comprendre le besoin des utilisateurs. Donc, la métaphore de l'artisanat, du craftsmanship, elle est assez bonne du côté transmission de la connaissance, les bons outils, la communauté de compagnons, et puis l'accompagnement des plus jeunes vers le craftsmanship, vers de l'aspirant, vers le fait de devenir compagnon lui-même, etc., etc. Faut juste faire attention à 2-3 choses. Comme je vous parlais de l'image du couvreur, moi j'ai fait plusieurs fois venir des couvreurs pour regarder ma toiture.
Et c'est pareil avec les électriciens, c'est pareil avec beaucoup. Il y en a souvent qui ont le réflexe. La première chose qu'ils font quand ils voient l'état de votre toiture, ils disent mais qui c'est qui a fait ce truc-là? C'est vraiment un scandale, c'est vraiment un travail de sagouin. Moi, je vais tout vous refaire. On a un peu tendance à ça dans les informaticiens. Quand on tombe sur du code, on va dire mais qui c'est qui m'a fait ce code-là? C'est dégueulasse. Bon, des fois, c'est nous qui l'avons fait 3 mois avant, mais on l'a oublié. Faut faire attention à ça. Et il faut peut-être un petit peu faire attention à notre discours. Arnaud, toujours, j'aime beaucoup le citer parce que franchement, il dit des choses super bien. Des fois, il me choque un peu. Donc, il a été cité pour une keynote à Agile Tour Lille où il dit c'est du suicide de se lancer dans un projet agile sans avoir une équipe qui maîtrise le TDD, le refactoring. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu too much. Parce que déjà, démarrer en maîtrisant TDD refactoring dans l'équipe dans son ensemble, moi je pense que c'est assez compliqué. Avoir une équipe qui maîtrise tout dès le départ, c'est pas forcément quelque chose qui est facile. On n'est pas tous des warriors ninja du TDD et du refactoring. Donc c'est quelque chose qui va se construire potentiellement si l'équipe décide ensemble qu'elle va faire du TDD et qu'elle va pratiquer, merci Leslie, le refactoring dans toutes ces tours de boucle TDD. C'est une décision de l'équipe. Donc je trouve que l'imposer, ce qu'on reproche aux autres, on ne va pas se l'appliquer à nous-mêmes, c'est-à-dire imposer des pratiques. Ok. Je ne sais plus où j'en étais, mais il me reste combien de temps? On est large. Vous m'entendez? Ok, c'est cool. Donc, imposer des pratiques à des gens et ne pas les laisser émerger, moi, ça me gêne un petit peu. Donc du coup, j'ai décidé, autant j'avais écrit une lettre à Thibaut, j'ai décidé d'écrire une lettre à Arnaud pour lui parler un petit peu de ma manière de voir les choses. Et on va commencer, alors ça va forcément, ça le ferait bondir parce qu'on va commencer avec Scrum, parce que figurez-vous que j'ai rien contre Scrum. Dans le truc qu'il y avait, je sais pas si ça... Ouais, ok, ça sort. Ok, donc moi, ça fait 13 ans que j'ai découvert Scrum et j'en fais encore aujourd'hui, j'avoue, c'est ma confession. Je fais toujours du Scrum parce qu'il y a des choses qui marchent dans Scrum. Ce qui est reproché par Arnaud notamment à Scrum, c'est qu'il ne prescrit pas de pratique de développement, de pratique d'ingénierie logicielle. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de ne pas forcer, d'imposer les pratiques. Il y a des standards qui sont de fait, qui sont inscrits dans la manière de travailler. Mais Scrum a décidé de ne pas imposer les pratiques qu'on devait appliquer au niveau ingénierie logicielle. Et moi, je vis bien avec ça. Après, j'ai honteusement piqué les pratiques qu'il y avait dans l'Extreme Programming pour les appliquer. C'est une manière de faire. Il y a d'autres manières de faire. Après, Scrum, le danger qu'il peut y avoir, évidemment, c'est de faire du Scrum sans aucune pratique d'ingénierie logicielle. Ça serait vraiment un cas grave. Mais personnellement, ça fait, encore une fois, depuis 2006 que je fais de l'agilité. J'ai jamais été dans une équipe Scrum où on se disait non, les pratiques techniques, on va pas les décider ensemble, on va pas en utiliser. L'autre truc, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. Scrum a gagné contre Extreme Programming. C'est triste à dire, mais quand il y a un combat et qu'il y a deux participants majeurs, il y en a un qui a gagné. Il y a plusieurs manières de réagir à ça. Soit on considère, c'est pas grave, je me mets la tête comme une autruche, genre Mélenchon. Non, j'ai les 600 000 voix, on était à ça, on a gagné, dans nos têtes on a gagné, mais même si on a perdu. Oubliez la politique, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Mais je vous avais dit, l'improvisation, ce n'est pas une bonne idée. En gros, est-ce qu'on dit, de toute façon, ils sont tous nuls, laissez-les crever dans leur coin, et on fait ArcSA pour rendre le truc le plus exotérique possible pour que personne ne nous découvre? C'est une manière de faire. Moi, ce n'est pas ma manière de faire. Moi, je suis plus internationaliste, plus prosélite. J'ai envie que les choses marchent bien. Et du coup, je vais plutôt aller dans des équipes Scrum, puisque Scrum est devenu le standard de facto de l'agilité, aller essayer de développer, déployer les bonnes pratiques de l'ingénierie logicielle. Donc, mon petit côté entrisme, noyautage de l'intérieur des équipes Scrum. Du coup, ma lettre à mon ami développeur Arnaud, c'est de lui rappeler, encore une fois, en reprenant le manifeste agile, qu'il n'y a pas que la technique dans l'agilité, il n'y a pas que le développement. C'est bien sûr pour du développement logiciel, mais il y a quand même des choses qui apparaissent, alors qui sont forcément liées à la technique, mais il y a des choses qui apparaissent type le client au hasard.
le côté accepter le changement, le côté business people and developers must work together daily, la conversation en face à face. Donc il y a des principes qui ne sont pas liés intrinsèquement aux pratiques de développement logiciel. Petit aparté, juste encore une fois, l'infantilisation, mais JB en parlait tout à l'heure, en montrait chez Google, les toboggans, les trucs comme ça. Je me suis pas mal moqué du Shifumi géant parce que vraiment, moi, c'est un truc qui me plaît pas du tout en tant que participant de m'imposer ça. Arnaud, le maire, va plus loin dans ses confs. Il dit que c'est pas un enfant, il veut pas être infantilisé, il est là pour bosser, il veut pas faire des serious games. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. C'est que et d'une, les serious games, ça peut avoir leur utilité pour apprendre. Donc moi, quand je fais des formations sur l'agilité, je vais utiliser serious game. Il y a des vieux trucs qui existent, le XP game, le business value game. C'est des jeux qui sont là pour apprendre, pour mettre en situation avant de consolider les acquis par de la théorie. Ça, c'est un truc évident que les jeux peuvent servir à ça. Ça peut servir aussi à faire un petit peu ludifier, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais ludifier les rétrospectives notamment, c'est le cas classique. Moi, dans l'équipe dans laquelle je suis, on a un Scrum Master qui nous fait très régulièrement des différents formats de rétrospectives et je trouve que ça fonctionne bien pour cette équipe et c'est super et c'est un peu ludique. J'ai vécu dans une équipe où il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je ne suis pas à la maternelle, il adhérait pas à un truc qui était un peu trop ludique. On a changé la manière de faire, on a changé les serious games qu'on a appliqués, mais on peut fonctionner ensemble comme ça. Après, il y a le cas des energizers, des icebreakers qui sont assez mis au centre en tant que pour faire râler les gens. Et je vous dis, moi, je suis le premier, notamment à la Conf Agile France, vraiment les icebreakers, enfin les energizers globaux, collectifs qui a lieu avec 200 personnes qui doivent faire un Shifumi géant. J'adhère pas du tout. L'année dernière, quand j'ai fait ma conf, je me suis retrouvé avec les speakers à faire le pitch fire et du coup on était sur le devant de la scène et on nous a demandé de faire participer à un energizer. Moi, je me suis caché sur le côté en prévenant que j'allais pas participer parce que vraiment, j'adhère pas du tout. Mais je comprends, il y a des gens qui recherchent ça et honnêtement, à Agile France, il y a des gens qui attendent l'energizer parce que ça leur plaît. Et bien, tant mieux si ça leur plaît. Faut juste laisser un cadre, enfin proposer un cadre où on a le droit de s'exclure du truc si on veut pas y participer. C'est juste ça qui est simple à faire. De toute façon, c'est toujours des problématiques de cadre à poser. Si l'energizer, je me sens pas parce que c'est trop personnel, c'est trop physique, et j'ai le droit de me sortir du truc. Par contre, honnêtement, moi je donne des cours en école d'ingé. Les energizers à 14h, quand ils reviennent de manger, les élèves, souvent, ils en ont un petit peu besoin quand même pour être réveillés. Donc, c'est des choses qui peuvent être utiles. L'icebreaker, ça a un sens pour briser la glace, comme son nom l'indique. Donc, il faut faire attention du cadre qu'on met, mais un icebreaker, ça peut être utile. Un energizer, que je vois de manière un peu différente, ça peut avoir son utilité. Moi, j'ai beaucoup de tendance à piquer du nez après le déjeuner à midi. Je fais une petite sieste, ça c'est cool, je vous invite tous à faire la sieste. Mais après, à 14h, quand on redémarre, avoir un petit energizer qui nous réveille, ça peut être utile. Voilà, c'était l'aparté sur les serious games. Les Shifumi géants, ne m'invitez pas à faire un Shifumi géant, mais à part ça, on peut en discuter. Un des problèmes que je vois avec les développeurs qui portent le côté extrême de tout doit être centré sur le développement, c'est qu'on a tendance, et moi le premier, à vouloir remplacer tous les autres métiers. On a dans la mouvance de l'agilité craftsmanship, on a un peu tendance à vouloir phagocyter les autres. Les testeurs qui étaient dans des QA classiques en test after, qui en plus souvent ont des injonctions contradictoires avec nos propres demandes à nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes chefs. Nous, on nous demande de faire des logiciels de qualité. Eux, ils font de la qualité après. Bon, c'est un peu bizarre, mais en plus, ils sont objectivés parfois sur le nombre de bugs qu'ils vont trouver. Donc, on n'est pas du tout dans la même direction et ça peut être néfaste. Et du coup, on a commencé à automatiser les tests, à bien préciser que l'important, c'était les tests unitaires. Il fallait le moins possible de tests de service, le moins possible de tests d'intégration. C'est certainement vrai. C'est ce qu'on fait dans une équipe avec laquelle je travaille actuellement. Et franchement, on s'éclate. On a 99% de tests unitaires, on a des tests d'intégration, on a un peu de tests end-to-end. Et c'est vraiment cool. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est le petit sombrero. Mes talents en graphisme sont assez impressionnants. J'ai mis un sombrero sur la pyramide de tests pour dire que le plus important,
c'est la discussion entre testeurs, développeurs, développeuses et métiers, PO ou comme vous voulez l'appeler. Mais c'est quand on a une fonctionnalité, on se met d'accord au départ, on ouvre la discussion, on se met d'accord sur qu'est-ce que ça va faire. Et les testeuses et testeurs, ils ont toujours quelque chose ils ont un cerveau qui n'est pas forcément branché exactement pareil que les développeuses et développeurs standards. C'est-à-dire que nous, développeuses et développeurs, on a tendance, quand on développe quelque chose, à bien savoir où est-ce qu'il faut cliquer pour ne pas faire casser le truc. Le nombre de fois où je me suis retrouvé à faire une démo et puis faire la petite combinaison de touches qui va bien pour cacher la misère parce que je sais que là, il ne faut pas y aller dans cette zone-là, ça, c'est mauvais signe. Et justement, les testeuses et testeurs, ils ont plutôt ce bon esprit bien câblé pour aller là où il ne faut pas aller. Et ça, c'est important d'avoir ça dans des équipes pour pas seulement rester sur le happy pass, sur les choses qui marchent bien, parce qu'après, quand on met dans les mains des utilisateurs, eux, ils vont toujours là où il ne faut pas aller. Ça, c'est un peu des monkeys, ils tapent avec les coudes, j'ai l'impression, ils font n'importe quoi avec nos applications. Mais donc, c'est important d'avoir des testeurs branchés là-dessus. Donc, effectivement, se débarrasser, je pense, du testing à l'ancienne, le ISTQB avec vraiment les requirements et les cahiers de tests immondes qu'on nous a fait vivre, ça, il faut s'en débarrasser. Par contre, embarquer les testeuses et testeurs dans les équipes et définir ensemble ce qu'on doit tester, comment on doit réaliser notre logiciel en test before, ça c'est vraiment important. On a aussi une autre tendance en tant que développeur, c'est de virer les ops, parce que les ops, on les aime pas, on les comprend pas. Pareil, ils ont un cerveau qui est un peu différent du nôtre, un peu militaire. Si on leur donne pas des instructions claires, ils comprennent pas. Et du coup, on a inventé DevOps, on a inventé des outils pour faire de l'ops comme on fait du code. Alors, je n'ai rien contre ça, je ne dis pas que DevOps, c'est pas bien, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a encore besoin des Ops. Certes, ils ne sont pas branchés comme nous, forcément, mais c'est parce qu'ils ont leurs expériences, ils ne sont pas à notre place et on n'est pas à leur place. Ce qu'il faut faire là-dedans, c'est ce que dit DevOps, c'est travailler ensemble, c'est avoir de l'empathie, se mettre à la place des autres, avoir des choses qui sont reproductibles, et c'est très bien. Mais il ne faut pas être dans l'idée initiale, non, mais les Ops, ils ne servent à rien, nous, on va faire le boulot à leur place. On va plutôt embarquer les Ops avec nous. Tant qu'à faire, les Scrum Masters, ça ne sert à rien. De toute façon, Scrum, c'est mauvais. Donc, on est une équipe de dev, on est majeur, on est intelligent, donc on n'a pas besoin de Scrum Master. Il est là pour coller des post-it, il est là pour mettre à jour Jira, parce que nous, on ne va jamais dans Jira, on ne met pas à jour Jira, c'est sale d'aller dans Jira. Pourquoi pas, mais une équipe qui n'a pas besoin de Scrum Master, c'est une équipe qui est en général quand même assez mature. L'objectif du Scrum Master, effectivement, c'est de se rendre inutile, c'est de se faire oublier. Mais au départ, je sais pas, moi j'ai rarement été dans une équipe qui dès le départ était hyper parfaite, qui était parfaite, qui avait plus besoin d'amélioration. Et en plus, on a une petite tendance quand on est dans une zone de confort, ça fonctionne bien, ça ronronne, petit à petit de potentiellement délaisser un petit peu notre rigueur, nos bonnes pratiques qu'on faisait jusque-là, et avoir quelqu'un qui est là pour s'assurer qu'il y a une compréhension globale de l'agilité, que les pratiques sont bien en place, qu'il y a de l'amélioration continue. Je pense que quelqu'un qui est là pour surveiller tout ça, enfin surveiller, c'est pas le bon mot certainement, mais pour garantir tout ça, ça a vraiment son utilité, s'assurer qu'on ne sort pas de ce cadre qui est quand même assez simpliste, assez simple de l'agilité. Bon, après, c'est vrai, il faut remplacer les managers. Les managers, ça ne sert à rien, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il y a parfois des problématiques managériales. Dans la vie d'une développeuse ou d'un développeur, il y a des problématiques de carrière, il y a potentiellement des problématiques humaines. Et on a beau être les gens les plus intelligents du monde dans l'équipe de développement, des fois on n'est pas d'accord. Et des fois, il y a besoin d'une intervention extérieure pour établir un consentement parce qu'il y a des problématiques humaines dans toute vie collective. Il y a un moment donné, il peut y avoir des problématiques humaines et il peut y avoir des gens qui savent gérer les problématiques humaines et qui peuvent intervenir pour nous aider. Donc on a besoin de managers, je pense, pas forcément des strates managériales qui permettent de faire disparaître le sens de ce qu'on fait, mais avoir des managers au sens lean, le côté servant leader, manager apprenant, ça je pense que c'est toujours utile. Et la dérive qu'on peut voir aussi, c'est que les clients, ils sont chiants. Il y en a
y en a marre des clients, ils ne comprennent pas ce qu'on fait et on a tendance parfois à s'éloigner du client. Quand on s'éloigne trop du client et qu'on ne va pas le voir, on peut avoir ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez compris la blague, mais en gros, il avait demandé à écrire sur le gâteau merci pour cette superbe année. Il avait précisé est-ce que vous pouvez le mettre en pourpre. Et sauf qu'ils ont écrit merci pour cette superbe année en pourpre, ce qui ne veut plus rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est que le client, il faut aller le voir. Il faut faire des mots japonais complexes, Genshi Jibutsu, c'est aller go and see, en gros, on va le faire en anglais, aller voir. Et le Gemba, c'est là où les choses se passent. Il faut vraiment aller voir sur le terrain. Et le mot-clé, Jürgen Appelo en a parlé, c'est l'empathie. C'est réussir à se mettre à la place du client, pas penser à sa place, mais essayer de voir ce que ressent le client et l'utilisateur, de l'empathie émotionnelle. Voilà, tout ce que je veux dire, j'ai mis un portrait de Vinci qui est potentiellement un autoportrait, mais c'est pas sûr. C'est pour vous dire que en tant que développeur, on a l'impression qu'on a réponse à tout parce qu'on est des gens intelligents, mais on n'a certainement pas réponse à tout. Il faut travailler avec des gens, il faut travailler en équipe, il faut travailler avec des managers, avec des testeurs, avec des UX, avec tout ce que vous voulez, de manière collective, de manière intelligente. Il faut casser les silos, bien entendu, mais on ne peut pas résoudre toute la misère du monde. Il me reste que 5 minutes, donc je vais aller un peu plus vite. Donc, ça, j'ai mis cette image juste pour une blague personnelle, c'est que j'aime beaucoup, c'est si tous les enfants du monde se tenaient la main pour faire le tour du monde, il y en a qui se noieraient dans l'océan. Voilà, c'était ma blague. Mais non, c'est pour vous dire, c'est une image un peu idyllique pour rappeler que j'ai rien contre Thibaut et encore moins contre Arnaud le maire, mais j'ai quelques axes et j'ai pas de formule magique pour essayer de réconcilier d'un côté les développeurs qui pensent avoir le savoir absolu et de l'autre côté les agilistes qui aiment bien faire des shifumi géants. Moi, je pense qu'il faut se recentrer tout simplement. Bon, c'est un peu la même chose que je dis depuis 10 ans que je fais des confs, c'est se recentrer sur l'agilité en tant que telle, sur la simplicité. Sur la simplicité à tous les niveaux, bien entendu, la simplicité au niveau du code, ne pas anticiper les choses, ne pas faire des architectures trop compliquées. Donc il y a le keep it simple stupid, you ain't gonna need it. Donc éviter, et c'est un réflexe automatique qu'on a de prévoir, ah oui, mais s'il y a ça après, et on a toujours... à chaque fois qu'on a fait des choses en trop dans mes équipes, on la regretterait plus tard, on a dû tout refaire derrière. Parce qu'une anticipation, soit elle ne va pas servir à grand-chose parce que ce qu'on avait prévu n'arrive pas et du coup on aura bossé pour rien, soit ce qu'on avait prévu arrive, mais en général au moment où ça arrive, le contexte a un petit peu changé et donc la manière dont on avait prévu de le gérer, ça a changé aussi. Donc il faut vraiment rester sur la simplicité au niveau technique, au niveau fonctionnel. Pour moi, c'est la clé. Là-dessus, j'en parle à tous les gens que je croise. J'avais dit dans mon extract que je parlerais de Solid, mais j'en parlerai pas parce que de toute façon, Uncle Bob, il est persona non grata. Mais par contre, Ken Beck, il faut en parler. Et vraiment, un truc qui me pousse dans toute ma carrière de développeur et même juste d'agiliste, tout simplement, c'est les 4 règles du design simple de Ken Beck. C'est notre code, il doit passer les tests, bien entendu. Il doit minimiser la duplication, maximiser la clarté, favoriser la réduction de code. Il y a plein d'interprétations différentes, mais il y a toujours ces 4 étapes, et notamment celle du milieu, minimiser la duplication et maximiser la clarté. Je pense qu'avec, encore une fois, le coup de l'extract méthode et renommer les variables, on fait toute une carrière là-dessus. Et vraiment, tout le code qu'on refactor, juste en minimisant la duplication et en maximisant la clarté, ça va le faire. J'ai l'exemple chez un client ancien de code où il y avait une méthode qui faisait 600 lignes de code, où il y avait un commentaire, un bloc de 200 lignes, un saut de ligne, un commentaire, un bloc de 200 lignes encore, un saut de ligne, un commentaire, un bloc de 200 lignes. En fait, le code, il criait qu'il voulait 3 méthodes. Vraiment, déjà, le fait qu'il y ait des sauts de ligne, c'était un appel. Hey, ça veut dire que c'est séparé, c'est pas tout à fait le même traitement. Donc, juste l'extract de ces 3 méthodes et trouver le nom. Une fois qu'on a extrait, on regarde ce que ça fait et on lui donne un nom cohérent. Franchement, ça simplifie le boulot de manière étonnante. Et juste en appliquant ces règles-là, c'est assez magique. Il y a un autre truc que je vous invite tous à faire, c'est lire le bouquin de Jeff Patton qui s'appelle User Story Mapping. Pour moi, c'est une bible, pas juste sur la pratique du story mapping, mais déjà sur le retour aux sources des user stories.
La user story, je vois chez des clients des gens qui font des user stories qui le pointent vers des documents Word qui font 4 pages de spécifications techniques et fonctionnelles détaillées. C'est que ces gens-là n'ont vraiment rien compris. Ils ne devraient pas avoir le droit d'appeler ça des user stories. Ça devrait être interdit. On devrait leur taper dessus pour faire ça. Ils peuvent faire des spécifications, des requirements s'ils veulent. C'est leur choix, c'est leur droit. Mais qu'ils n'appellent pas ça des user stories par pitié, quoi. Une user story, c'est une histoire utilisateur. Et ça a été défini par Ron Jeffries, les 3 C. Card, Confirmation, Conversation Confirmation. C'est une carte Bristol qui est petite, donc il y a vraiment peu de place pour écrire le pourquoi on veut faire les choses, le pour qui on veut faire les choses et qu'est-ce qu'on va faire. Après, le comment, ça va être défini dans la discussion. La réunion des 3 amis dont je vous ai parlé, c'est ça qui va définir comment on va faire les choses. On se met d'accord entre testeurs, entre développeurs et développeuses et avec le client, celui qui a le besoin. C'est le moment où ça se passe, c'est la conversation. Et Jeff Patton, il le redéfinit super bien dans son bouquin, je vous invite à le lire. C'est vraiment une source très très inspirante. Et il dit notamment que requirements, globalement, ça veut dire ta gueule. Parce que, en gros, si quelqu'un a défini des requirements, il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, on peut faire ça ?» « Ouais, mais c'est dans les exigences. Ouais, on peut faire ça. Ouais, mais dans les exigences, c'est marqué comme ça. » En gros, ça veut dire ta gueule. Donc, pensez à revenir vraiment à la base des user stories. Après, le story mapping en lui-même est un atelier hyper intéressant pour vraiment incarner l'agilité. Ça, c'est une des inventions de post-manifeste agile qui est hyper utile. Le côté penser horizontalement plus que verticalement, parce que avoir un site de e-commerce avec un panier qui marche du feu de Dieu, mais par contre ne pas avoir le paiement, il ne va pas vous servir à grand-chose. Alors qu'un panier un peu plus pourri, mais avec le paiement, ça peut vous servir à vendre des choses. Du coup, penser horizontalement plus que verticalement, faire un squelette qui boite, puis qui marche, puis qui court, et puis aller vers votre MVP ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment un atelier avec les métiers, avec les utilisateurs, avec les développeuses et développeurs, qui peut être hyper utile. Après, il y en a d'autres maintenant, je n'impose pas forcément le story mapping, mais le bouquin, je vous impose de le lire parce que c'est vraiment c'est une bible. D'autres manières de construire son produit, ça peut s'inspirer de ce qu'on trouve dans le DDD avec l'event storming, des ateliers comme ça, les example mapping, tout ce que vous voulez. Mais par contre, moi je ne suis pas un expert du DDD, j'ai lu et vu beaucoup de choses dessus, mais ce que dans le DDD j'apprécie notamment, c'est la partie de l'Ubiquitous Language, c'est se mettre d'accord toujours entre métier et équipe. Sur le vocabulaire, sur les bandits de contexte, c'est-à-dire les contextes métiers dans lesquels on travaille. Je prends toujours l'exemple de l'hôpital où il y a la partie administrative de l'hôpital, il y a la partie clinique, la partie prescription. Et honnêtement, un patient du point de vue administratif, ce n'est pas le même patient que du point de vue du médecin. Donc on ne va pas stocker les mêmes données, on ne va pas le stocker au même endroit forcément. Il faut faire des liens entre ces différents contextes, mais les contextes sont vraiment différents. Donc je vous invite à essayer dans vos équipes de redéfinir, est-ce que vous avez un langage, est-ce que vous avez un glossaire, un vocabulaire en fonction des contextes dans lesquels vous travaillez et pour éviter les confusions entre le métier et les équipes et entre les équipes également. Une autre piste, alors ça c'est assez débattu, Jean-Baptiste tout à l'heure parlait de Thierry Breton qui a mis le lean chez Atos, mais il a mis en gros le dark lean. Globalement, le dark lean, c'est Michael Bailey qui dit c'est le lean moins le respect pour les personnes. Et effectivement, dans le lean, spécial dédicace à Nico Ploquin qui est ici, c'est vraiment, il y a des choses sur le management, le manager, la position du manager en manager apprenant, sur l'amélioration continue pour pallier les écarts avec le standard qu'on veut atteindre, la satisfaction client, bien entendu, le respect des personnes, c'est au centre des choses. Donc je pense qu'il y a des pistes de ce côté-là. J'ai dépassé le temps, donc je ne vous parlerai pas d'Egoless Programming, pourtant c'est cool. Je vous parlerai par contre d'Okiwi parce que ça c'est vraiment cool. Si vous voulez, en tant qu'expérimenter un peu le craftsmanship, allez voir les gens d'Okiwi dans les confs, les coding dojo, les clubs de lecture. Le coding dojo, il y en a un tous les lundis, les premiers lundis du mois. On parle philo aussi. Il y a des cafés philo de temps en temps. Il y aura peut-être un dans l'open space demain. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se recentrer sur l'agilité de base, c'est-à-dire que nous, en tant que développeurs, en tant qu'agilistes, on fait des logiciels pour simplifier la vie de nos utilisateurs. Il faut vraiment se rentrer ça dans la tête. On est là
pas là pour leur complexifier la vie. On ne fait pas des logiciels qui vont accueillir en faisant la gueule. Et si c'est ça qui se passe, c'est qu'on s'est planté. Et donc, il faut retravailler là-dessus. Donc, il faut revenir vers les utilisateurs. Il faut essayer de faire des choses qui soient stables, qui ne plantent pas, etc., etc. Et il faut être vraiment centré sur l'utilisateur, travailler ensemble et travailler en tant qu'équipe. Je me suis permis d'écrire un magnifique manifeste qui est un peu à part par rapport, mais ça me servira de conclusion personnelle. Donc j'ai repris le manifeste du craftsmanship pour dire que je vous conseille, je vous invite à prendre le vélo plus que la voiture, lire des romans plutôt que des livres de développement personnel, écouter France Culture plutôt que de regarder BFM TV et apprendre à penser contre soi plutôt que de penser à la place des autres. Je vous remercie.